calculant le pourcentage?
Voilà, exact. On a dit que le dénominateur, le chiffre du dessous, Bonjour Lina. c'est tout simplement le tout. Bonjour. Est-ce que tu m'entends? Oui, je vous entends bien. Parfait. Alors, il y a eu un petit souci visiblement sur les horaires. Donc, Oui. demain, c'est possible pour toi à cette heure-là? Parce que moi, comme je l'ai dit à ton père, ça sera difficile pour moi de faire cours à 11 heures heure de Paris, puisque j'ai quelqu'un à ce moment-là. J'ai un élève à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que tu souhaites faire par rapport au cours de demain et au cours de mercredi? Il faut que je m'organise. Vous avez d'autres créneaux? Non, malheureusement, j'ai pas d'autres créneaux. Les stages, ils avaient été organisés il y a à peu près 2 semaines. Moi, j'avais organisé mon agenda. Là, je suis vraiment blindé là sur cette. D'accord. Mais pour demain, en tout cas, on peut maintenir cet horaire. Et Après, pour on- mercredi, et je pour- verrai avec mon père ce qu'il propose. D'accord, parfait. Bon, écoute, on va commencer le cours. Alors, qu'est-ce que tu aimerais voir pendant ce stage? Et surtout, qu'est-ce que tu attends de ce stage? Parce que là, on a 3 heures de cours, on a 1 heure aujourd'hui, 1 heure demain et 1 heure mercredi. Donc, qu'est-ce que tu aimerais travailler, Lina? Est-ce que tu aimerais faire des révisions? Est-ce que tu aimerais voir un point en particulier? Euh, qu'est-ce que tu souhaites Euh, travailler? alors déjà, j'aimerais bien réviser management. On a bien révisé le Genre, management. c'est-à-dire, on revoit un petit peu tout le programme. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu aimerais bien réviser au niveau du management? Euh, on peut, par exemple, on commence par le premier chapitre jusqu'au dernier. On peut faire ou bien en économie. Alors, il y a combien de chapitres de ton côté? Tu as combien de chapitres? On en a fait 5. Alors, 5 en 3 heures, ça va être compliqué, surtout que là, il est 10h20, donc il nous reste 40 minutes de cours. Maintenant, ce que peux te proposer, c'est qu'on essaye d'en voir 3, en fait, hein, même 3, ça va être compliqué. Là, il reste 40 minutes de cours. En réalité, de voir ce qu'on peut voir pendant ce stage. On regarde On, on voit, plutôt, on, avec lequel j'ai un peu de mal. On voit, oui, on voit ce qu'on peut faire, hein, parce que là, 3 heures, c'est quand même assez court. Alors, on y va. Donc, je vais te projeter le diaporama qu'on va du coup construire un petit peu ensemble. Alors, donc, tu peux me donner le titre du premier chapitre que tu aimerais voir? Alors, les chapitres, je vais vous Oui, dire ça tout de suite. celui Je que vais tu pas aimerais me bien voir, oui. tromper. Euh, alors, déjà, le chapitre numéro 3, je vous donne tout de suite le titre. Définis-moi la fraction. Alors, comment le management permet-il de répondre aux changements de l'environnement? Comment le management? Permet-il de répondre aux changements de l'environnement? D'accord. Permet-il de répondre au changement de l'environnement? Mais écoute, on va voir du coup ça. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire déjà par rapport à ce chapitre-là, s'il te plaît, pendant que je fais l'introduction? Alors, déjà, on a tout ce qui est interne et externe. Ouais, bien. Euh, Honnêtement, je sais pas trop quoi dire par rapport D'accord. Alors, en fait, ce qu'on pourrait dire déjà, en réalité, sur ce premier chapitre, c'est que déjà, il y a comprendre le changement de l'environnement. Qu'est-ce que c'est le changement de l'environnement? Donc, on va voir ça ensemble. Alors, comment le management permet-il de répondre au changement de l'environnement? D'accord. Alors là, en l'occurrence, on va avoir différents critères. Donc, alors, comprendre le changement de l'environnement des organisations. On a une première définition de l'environnement. On va essayer de définir l'environnement. Alors, ce qu'on peut faire
pour gagner un petit peu de temps, parce que on court un peu après le temps, en fait, ce que je te propose, c'est que je te fasse un cours magistral, hein, indirectement, Mhm. euh, parce qu'on est un peu pressé. Alors, l'environnement regroupe l'ensemble euh, des éléments externes. Tu vois le diaporama, c'est petit ou... Oui, oui, je vois. D'accord. Une organisation, facteurs du coup économiques, sociétaux, technologiques, écologiques et législatifs. Ça, c'est ce qu'on appelle PESTEL. D'accord? On l'a vu la dernière fois. Mhm, oui. Alors maintenant, on a les sources de changement. En réalité, de cette adaptation, c'est quoi? Il y a des sources, bien sûr, qui sont... alors attends, j'ai un problème de clavier. Technologiques. Hein. Les sources technologiques, ça va être l'innovation, la Mhm. digi- digitalisation. Ça va être également aussi l'exemple, par exemple, là, on peut citer le e-commerce, Oui. aller dans ce sens-là. On peut citer l'intelligence artificielle. On peut également citer une source économique de ce changement. Donc, ça va être les crises, ça va être l'inflation, c'est-à-dire l'augmentation des prix sur une période donnée, les évolutions du marché, à la hausse ou à la baisse. On va avoir Mhm. aussi le social et le sociétal qui vont rentrer en ligne de compte. Donc, on a les évolutions euh, en réalité des attentes des consommateurs. Les attentes vont changer. On a aussi la responsabilité sociétale, pardon. C'est un peu la même chose, sociétale des entreprises. C'est ce qu'on appelle le RSE. Ça, on l'avait vu un petit peu la dernière fois. On a aussi des régions écologiques, hein, bien sûr, la transition énergétique qui va accompagner ces changements, le développement durable. Hein. C'est quoi le développement durable? Tu peux me le rappeler? Tu sais, Le développement durable, c'est un développement qui tient sur le long terme. D'accord. Alors, effectivement, c'est un développement qui va aller sur le long terme. Et tu sais, la définition, c'est euh, si tu veux, produire sans compromettre les chances de production des générations futures. Donc, Mhm. c'est ça, en fait. Hein. Donc, en tout cas, il faut aller en ce sens-là. On a aussi le juridique, important, les nouvelles lois et réglementations qui vont aller en ce sens-là. On a les conséquences également pour les entreprises. Donc, ça, je vais le noter aussi, ce petit 3. Alors, conséquences pour les entreprises. On a la nécessité d'adaptation rapide. Donc, exemple, fermeture des magasins physiques et montée du e-commerce. D'accord? Alors, ça, c'est bien sûr un point qui est important. On a également les opportunités et menaces. On a, exemple, Uber face au taxi traditionnel. D'accord? On a également, là on va passer au grand 2, le rôle du management face au changement. D'accord? Alors là, bien sûr, anticiper le changement. Comment on anticipe le changement à ton avis? Anticiper le changement, c'est comme des stratégies, non? Alors effectivement, c'est comme des stratégies, mais est-ce que tu peux me rappeler SWOT, force, faiblesse, Ah opportunité? oui, saute par exemple, c'est pour améliorer l'entreprise. D'accord. Alors, effectivement, c'est pour améliorer l'entreprise. Donc, on va avoir quoi? On va avoir donc anticiper le changement, donc veille stratégique, surveiller les évolutions du marché. On a l'analyse SWOT. Là, ça va être force, faiblesse, opportunité, menace. Hein, c'est un point important. On a Mhm. aussi l'adaptation de la stratégie. Donc, exemple, diversification et innovation. D'accord? Alors, ça, c'est un premier point. Deuxième point, Lina, c'est piloter le changement.
Aussi, c'est un point qu'il faut prendre en compte. Donc, on va avoir les styles de management adaptés. On l'a vu la dernière fois, hein, participatif, directif, consultatif. D'accord. Alors ensuite, on a aussi la conduite du changement. Donc là, ça peut être ce qu'on appelle le coteur. Alors qu'est-ce que c'est? En gros, c'est les 8 étapes. C'est bien sûr des théoriciens, hein, Cotter et Lewin. Donc 8 étapes du changement. Ça, c'est quelque chose que je te conseille de travailler. Et Mhm. Lewin, est-ce que tu connais? On n'a fait ni Cotter ni Lewin. Tu les connais pas? Non, on n'en a D'accord. jamais parlé. D'accord. Ensuite, il y a la transition et la recristallisation. En fait, ce que ça veut dire, c'est que le changement, par exemple, dans la définition de Cotter, va avoir lieu en 8 étapes. Il y a des étapes de prise de conscience, il y a des étapes d'action, il y a des étapes de passivité, de remise en question. Et dans la théorie de Lewin, c'est que on va avoir une période de décristallisation. C'est en gros la décristallisation, c'est quand le changement, si tu veux, devient assez évident, une période de transition pendant laquelle on va appliquer ces éléments-là de changement, et la recristallisation, c'est-à-dire qu'on va revenir dans un état de changement complet qui, de toute façon, lui aussi se renouvellera. En fait, c'est ça ce que disent ces deux théoriciens. C'est que le changement, de manière perpétuelle, doit se, doit se renouveler. Alors, on a aussi un point, à mon avis, qui ne ferait pas de mal à être su, c'est l'accompagnement des équipes. Et là, je terminerai sur mon piloter le changement. Donc, ça va être la formation, ça va être la motivation, ça va être la communication interne. Une équipe qui n'est pas motivée, qui n'est pas accompagnée, fera de toute manière pas long feu. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas durer dans l'entreprise. Et Mhm. ça, c'est quelque chose qu'on remarque de plus en plus, surtout dans un marché du travail qui, en tout cas en Europe, devient de moins en moins concurrentiel. Alors, je m'explique pourquoi je dis ça, parce que vient maintenant, avec le développement du télétravail, les espèces un petit peu de nomades qui travaillent un petit peu de partout en Europe, bah, il n'y a plus tellement, si tu veux, d'attachement à un emploi. Le CDI, lui, devient de plus en plus rare. La plupart des emplois français sont soit en freelance, soit en indépendant, soit en CDD. Il y a encore des CDI, bien sûr, surtout dans la fonction publique, dans certains coins du privé, bien sûr, environ 30%, 40% des contrats de travail. Mais si les équipes ne sont pas formées de manière continue, c'est-à-dire que si on ne les adapte pas, par exemple, à la nouvelle question qui est l'IA, bah, on va avoir des équipes qui vont être moins performantes par rapport à un marché qui est en constante évolution. On va avoir également le problème de la motivation. Une équipe qui n'est pas motivée, de toute manière, elle ne va pas être productive, mais surtout, en fait, ça va coûter plus cher à l'entreprise de devoir supporter leur fuite, leur départ, que si elle avait, tu vois, investi dans du bien-être au travail. Mais ça passe pas par grand-chose. Je veux dire, ça passe par avoir, par exemple, des boissons chaudes au travail, avoir des postes de travail agréables, avoir des ordinateurs, des téléphones de travail plutôt compétents. Et tout ça fait un tout. Et si ce tout-là n'est pas respecté, bah, on a un turnover, c'est-à-dire qu'on a un changement des équipes qui est assez régulier. Et ce changement des équipes, bah, en fait, il va conduire à une perte économique pour l'entreprise, mais à long terme. Est-ce que tu comprends un petit peu ce Oui. lien? D'ailleurs, j'en avais parlé pendant mon étude de gestion. Alors, qu'est-ce que tu avais dit là-dessus? J'avais parlé de turnover dans l'entreprise où travaille mon père, vu que du coup c'est une agence de communication, il y a beaucoup beaucoup de stress, donc ce qui fait qu'il y a beaucoup beaucoup d'absentéisme, de turnover, d'émissions, etc. D'accord. Et pourquoi il y a beaucoup de stress? Parce que si tu veux, tous les secteurs sont stressants, mais pourquoi là, il y a beaucoup de stress dans l'entreprise où travaille ton père, Bah, forcément à cause des clients les clients, ouais. et la charge de travail. Et c'est combien à peu près par semaine la charge de travail? Euh, c'est pas vraiment par rapport à ça, c'est pas par rapport au temps de travail qu'ils passent au bureau, c'est D'accord. plutôt par Bon. rapport à qu'on leur donne ce qu'ils doivent appliquer. Ah, ok, je comprends. Bah, c'est certain, ouais, c'est certain, tu as bien fait d'en parler, qu'en Mhm. réalité, ce turnover-là, c'est quelque chose, mais tu vois, je vais te poser la question, tu vas me répondre. Tu me dis qu'il y a du turnover régulier. Il y a combien de départs à peu près par an dans cette entreprise? Honnêtement, je peux pas vraiment vous donner le chiffre exact, mais enfin, en tout cas maintenant, ça c'est beaucoup plus, beaucoup, il y en a beaucoup moins.
ils ont pu changer ça. D'accord. Ok. En tout cas, tu vois, dans des grandes entreprises, par exemple, je prends des grandes entreprises françaises comme par exemple Carrefour. Mhm. Tu vois, le secteur du supermarché, de l'agroalimentaire. Dans ces secteurs-là, bah, les emplois sont essentiellement occupés, en fait, par des gens qui n'ont pas ce qu'on appelle de capitaux, pas de capitaux propres, pas d'épargne, en fait, d'épargne de précaution. En réalité, hein, si tu fais une analyse, que ce soit au Maroc ou en France ou dans d'autres pays, les emplois où le turnover est le plus grand, c'est en fait des emplois occupés à 80% par des gens soit qui sont primo-arrivants, c'est-à-dire qui arrivent sur le marché du travail et qui du coup sortent des études et pensaient que, ils allaient avoir un salaire à 4000 balles par mois, ce qui n'est pas le cas, et Oui. qu'ils tombent sur des salaires, si tu veux, corrects il y a 20 ans. En France, peut-être on vivait bien, je pense, il y a 20 ans, avec 2000 euros. Maintenant, tu vis pas avec 2000 euros, tu survis. Je veux dire, tu peux plus vivre avec ces sommes-là. Donc, en réalité, le turnover, c'est parce que bah, ces gens-là, et à juste titre, ils vont pas rester dans une entreprise si l'entreprise, elle leur amène rien, ou très peu, genre si t'es payé, je sais pas moi, 9 balles de l'heure, enfin le SMIC, quoi, et alors que il y a des entreprises qui peuvent leur proposer plus. En fait, les entreprises sont encore plus en concurrence qu'avant parce que beaucoup d'entreprises proposent des postes. Donc c'est un marché du travail qui est un petit peu paradoxal. On a des gens qui sont appauvris. Là, l'économie, elle repart un petit peu pas à la baisse, mais elle est fragile. En tout cas, je ne sais pas comment au Maroc ça se passe en ce moment, mais en France, Mhm. elle est en tout cas, elle est fragile. Il y a des difficultés économiques pour beaucoup d'acteurs parce que, si tu veux, on pensait que le début de l'année serait prometteur. En réalité, pas du tout. Il y a l'inflation, elle reste là, même si elle est bien, bien inférieure à celle de l'an dernier. Et on observe que les acteurs économiques, les acteurs macroéconomiques, la Banque centrale européenne, et les banques ou les États ont du mal à injecter des liquidités. C'est que l'argent en fait qui circule, c'est plus tellement de la production de richesse, c'est juste de l'épargne des Français qui représente à peu près 110 milliards d'euros sur cette année, qui est en fait réinjectée dans l'économie. Mais les salaires n'augmentent pas, les perspectives d'augmentation en termes de travail, ça bouge pas tellement, et le pouvoir d'achat, il se réduit. Donc en fait, c'est ce que je vais dire là, dans mon grand 3. Il y a des enjeux et un petit peu des défis du management dans un environnement en mutation. C'est que bah, déjà, il y a des résistances au changement. D'accord. Il y a des résistances au changement. C'est que beaucoup de travailleurs en fait, ont peur de l'inconnu. Maintenant, si tu veux, tu prends un exemple. Ils ont des... non, je vais finir ce que je vais dire. Ils ont des habitudes ancrées. Ils ont un manque de formation. Et en fait, cette peur-là de l'inconnu, dans le management, un bon manager, il doit dire, si tu veux, à l'équipe, s'il y en a un dans l'équipe, il y a monsieur X ou madame Z qui souhaite partir parce que, je sais pas, moi, elle veut se lancer dans un projet entrepreneurial, entreprendre, et donc avoir des revenus plus confortables, je veux dire, c'est la réalité Mhm. concrète de l'entrepreneuriat, bah, il faut l'accompagner. Il faut accompagner cette personne-là parce que quand tu es trop longtemps salarié, enfin, trop longtemps, c'est-à-dire quand tu es pour moi plus de 3 ans, 3 4 ans, allez, 5 ans salarié, je pense que tu as de grandes chances soit d'y rester à vie, mais peut-être dans d'autres entreprises, hein, pas forcément dans celle-là, soit tu as très très peu de chances de sortir de ce salariat-là, entre guillemets, de prendre les capitaux que tu as épargnés, je veux dire, si encore tu as épargné, pour lancer un projet entrepreneurial. C'est pour ça que le management, c'est dans les deux sens. C'est le manager, il doit être là pour accompagner les équipes qui sont bien intégrées dans la boîte, qui n'ont pas de problème de manque de confiance en elles. Par contre, les brebis un petit peu galeuses, c'est-à-dire celles qui sont pas bien, celles qui ont des problèmes personnels, celles qui veulent prendre le 8h 17h pour financer le 17h 20h comme on dit, et que le 17h 20h devienne le 8h 24h, bah ça, si tu veux, il faut en tout cas y faire attention, y prêter une importance. Et tu as des pays ou des États comme Monaco qui sont beaucoup plus avancés que la France et d'autres pays sur la question du management. Même si les revenus, bien évidemment, sont plus conséquents à Monaco, la question du management, elle est plutôt bien traitée en amont et en aval. Et ce qui fait que c'est l'un des pays où on a le moins de turnover au niveau mondial. On est à peu près à 3% de turnover par an, alors qu'en France, on est à 30%, c'est assez important. 30% des Français actifs, donc entre 25 ans et, allez, disons 60 ans, qui, chaque année, ont une remise en question ou alors carrément qui quittent leur poste. Alors, comment tu interprètes ça, toi, par rapport à
à ce turnover? Est-ce que c'est que de la peur de l'inconnu? Est-ce qu'il y a aussi des gens qui sont mal formés et du coup qui, en fait s'épanouissent pas? Est-ce que c'est des problèmes de santé mentale? Comment t'interprètes ça? Alors, pour moi, je pense que, enfin, d'après mon père, c'est plutôt la génération Z qui démissionne le plus rapidement. Donc, Alors, ton père, il a raison. Il a tout à fait raison. Mais vas-y, continue. Donc, pourquoi c'est la génération Z moi, je pense que la génération Z, elle n'a pas été adaptée à tout ce qui est stress, la pression, une charge de travail qui est beaucoup plus grande, alors que des personnes qui sont du coup plus âgées, Ouais. ils sont, comment dire, ils sont ils sont plus dans le domaine. Ils sont beaucoup plus, ils savent Tu ce veux, qu'ils tu veux dire, alors, je comprends ce que ton père veut dire et c'est tout à fait juste, hein, mais en fait, tu veux dire que, en fait, ta génération, je veux dire, la génération Z, c'est la tienne aussi un peu, font. vous avez un temps qui est un petit peu trop court. C'est-à-dire que il faut vraiment que ça soit du court terme, quoi. En fait, si tu veux, la génération Z, elle a aussi ce problème-là dans les emplois, on va dire, en sortie d'école, parce que la génération Z, là, elle va sortir des écoles, grosso modo, vers 25 ans, 27 ans, ok? Gros, donc je veux dire, pour ceux qui ont fait des études longues. Il y en a qui ont fait un BTS, ils vont sortir là dans 1 an, 2 ans. Bon. Mais ils vont arriver sur le marché du travail, ils vont se rendre compte que c'est ce que tu veux dire, que c'est un marché du travail qui correspond pas vraiment à ce qu'ils avaient imaginé, tu vois. Ouais, Tu vas faire pas, 38 heures par semaine. c'est pas ce qui est dans leur attente. Bah, c'est ça, parce que en fait, c'est quoi le salariat? C'est un modèle où tu troques ton temps contre de l'argent, au sens propre, et où tu as un jour ou deux, dans les meilleurs des cas, de repos. Et c'est souvent le samedi-dimanche. Donc en fait, c'est courir un petit peu dans une cage comme un hamster. Et pour la génération Z, c'est une génération, ça peut les frustrer, tu vois. Pour ça que tu as beaucoup, beaucoup de jeunes, 18 à 25 ans, qui sont soit veulent pas du tout rentrer sur le marché du travail comme ça, soit en fait c'est la génération du freelance. On n'a jamais vu d'autant entrepreneurs, de gens qui essayent, il y a des échecs, mais c'est bien d'essayer, qui essayent de se lancer de manière indépendante. Ils veulent pas du tout travailler en termes de taux horaire, tu vois. Le salariat, c'est un taux horaire. Tu travailles par exemple pour 20 euros l'heure, 25 euros l'heure, ça te fait 2008 à la fin du mois, tu es imposé là-dessus, il te reste un quelque chose pour vivre, un quelque chose pour épargner, mais tu es comme ça sur très très longtemps. C'est pour ça que je dis qu'il y a une peur de l'inconnu. Tu vois, tu prends un salarié qui est dans une boîte, tu as très peu de chances que ce salarié-là, il claque tout et qu'il aille lancer un projet entrepreneurial. Ça existe, il y en a beaucoup, ça existe, mais c'est rare, c'est assez rare. Donc, tu as tout à fait raison, la génération Z, et là, on peut le rajouter, hein, la génération Z souffre en réalité d'une frustration par rapport au marché du travail actuel, hein. Mhm. Toi, par exemple, tu vas rentrer vers quel âge dans le marché du travail? Moi, je pense vers 23 24 ans. Et là, tu as quel âge? Tu as 18, 19, Non, là, j'ai 16 ans. 16 ans, d'accord. Bon, bah, tu vois, ça te fait ça, c'est dans pas mal d'années. Et vers 23 ans, 24 ans, donc le marché du travail, il aura encore muté. Tu as déjà le marché actuel, tu vois comment il est un petit peu segmenté. Tu as les salariés, t'as les gens qui sont un petit peu en retrait et qui sont dans le freelance, dans l'indépendant. D'ici 2028-2030, je pense 2027, je pense qu'on va être dans un marché qui va encore être plus segmenté et où Mhm. le télétravail va exploser en fait, hein. Et donc ça, c'est mon deuxième point dans le cours, c'est en réalité la transformation numérique. La transformation numérique et l'innovation, bah, comment elle se traduit? Elle se traduit par une digitalisation des processus. Donc ça va être quoi? Ça va être par exemple le télétravail qui se répand beaucoup, le cloud computing. Alors le cloud computing, vous l'avez vu ou pas? Non. Alors ça, c'est un terme assez intéressant, en fait, qui veut dire que, en gros, on va avoir des serveurs informatiques à distance qui vont, si tu veux, pouvoir travailler. Et en fait, ça va être la manière dont on va utiliser la mémoire et des capacités de calcul des ordinateurs répartis dans le monde entier est lié par un réseau. C'est-à-dire que tu peux avoir un ordinateur qui calcule à ta place, tu es en lien, mais qui peut être basé à des kilomètres de chez toi. Alors que avant, il fallait avoir vraiment un poste informatique, fixe, etc. Je veux dire,
les ordinateurs, ça se développe. Donc, en réalité, c'est beaucoup Mhm. plus facile de travailler aujourd'hui en travail qu'avant. Alors, on a aussi l'automatisation, hein. On a, par exemple, ce qu'on appelle les chatbots. Tu vas sur des sites en service client, par exemple, tu as des banques, tu as des sites internet, des sites d'achat, je veux dire, qui ont remplacé totalement le service client par des trucs d'IA, en fait, hein. C'est de l'IA, c'est un petit robot qui te parle, et ça fait gagner du temps. Donc, en fait, ça élimine tous les emplois un petit peu précaires qui marchaient il y a encore, tu sais, il y a encore 3 4 ans. Il y a encore 3 4 ans, dans les boîtes, tu avais des gens qui, en fait, travaillaient comme ça dans le service client, d'accord, qui répondaient au service client, surtout voilà, en Algérie, au Maroc, notamment dans ces pays-là du Maghreb, et qui travaillaient notamment pour SFR, pour Free, etc. Et maintenant, SFR et Free et d'autres acteurs comme ça, on les ont totalement remplacés. Parce que c'est un gain d'argent, du coup, pour eux, surtout. Mais en fait, ça supprime l'IA. Le problème de l'IA, elle a beaucoup d'avantages, mais son problème, c'est que elle supprime tous les emplois un petit peu étudiants, un petit peu précaires, comme ça, tu vois. Hors restauration, bien sûr. L'IA ne pourra pas supprimer la restauration, mais tout ce qui est emploi analogue, comme ça vient les supprimer. Alors, on a un troisième point qui est aussi le développement durable et la responsabilité sociétale. Donc, en réalité, l'intégration de la RSE, c'est ce qu'on a vu, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises dans la stratégie, c'est quoi? C'est par exemple les entreprises à mission. Tu vois? Tu peux maintenant, quand tu crées une société en France, tu as la possibilité de marquer mission sociétale et environnementale. Bon, ça te donne des avantages fiscaux surtout, mais c'est quelque chose maintenant qui peut être précisé dans la création de l'entreprise. On a l'adaptation aux nouvelles normes environnementales. Ça doit être pris en compte. Et on a également des éléments qui vont en ce sens-là. Alors là, je vais faire ma conclusion donc, sur ce premier chapitre. Je vais la noter, la conclusion. Mhm. Alors, conclusion, le management joue un rôle clé dans l'adaptation des organisations aux évolutions de l'environnement. Une entreprise qui anticipe et pilote le changement a plus de chances d'être euh, d'être performante et pérenne. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Tu vois. Alors, Oui. est-ce que tu as d'autres éléments en ce sens? Est-ce que toi, tu peux me guider sur d'autres choses, d'autres points, comme ça? Honnêtement, je pense qu'on a fait le tour, quoi. Enfin, Moi aussi, je pense qu'on a fait le tour, mais maintenant, je vais te poser une question de réflexion. Ah, tu la feras pendant les derniers instants. mhm. Question de réflexion, elle n'est pas difficile, hein, c'est juste pour voir si tu as bien compris. Alors, attends, je te l'affiche en grand. À votre avis, comment une PME peut-elle s'adapter efficacement aux évolutions du marché du travail? Je te laisse 10 minutes, mais pas plus, quoi. À 55, Ok. on corrige. Comme ça me laisse le temps de corriger avec toi tranquillement. Et comme ça, demain, tu vois, on fait un autre chapitre. Tu voudras voir quoi demain? Mhm. Est-ce que demain c'est possible de faire un cours de français? Un cours de français. Ah oui, c'est. Alors, sur- j'en profite un peu par rapport au cours de français pour t'en parler. Moi, Mhm. Laurent m'a dit que tu voulais mixer un petit peu. Tu voulais faire cours de français, cours d'éco. Moi, j'ai rien contre, hein, Lina. Mais Mhm. on va le faire, du coup, ton cours de français demain. Mais sache que, du coup, ça va réduire la part d'économie, d'accord, de management. Et à mon avis, sur le long terme, ça peut être préjudiciable. Mais après, si tu as des grosses difficultés en français, on va le faire, le cours de français. Mais il faut que Mhm. tu aies dans la tête que le français va un peu supprimer du coup les coûts. Parce que du coup, si Oui. sur le stage, bah, ce que je peux te proposer, hein, c'est qu'on demain on fasse français et mercredi on fasse l'éco. D'accord? Et Ok. après nous, on a 2 heures par semaine, tu vois. Sur les 2 heures par semaine, bah, tu fais 1 heure français, 1 heure éco. Mais on va le faire, il n'y a aucun souci. Mais sache en tout cas que, à mon avis, sur plusieurs semaines, je te laisse y réfléchir, ça peut te Mhm. mettre un peu plus en difficulté en économie. Tu vois. T'as des bonnes bases, mais à mon avis, il faut plus le travailler, quoi. Du coup, je te Mhm. laisse regarder tout ça. Mais bon, en tout cas, on fera le français demain. Tu veux voir quoi en français?
Juste, j'essaie de bien comprendre ce que c'est un commentaire, les procédés, etc. D'accord, bah, on fera ça demain, il y a aucun souci. Alors, je te laisse regarder du coup la question là, de réflexion et tu me donnes des idées. T'as pas le temps là de rédiger, mais à 55, je te reprends et tu me donnes des idées. D'accord? D'accord. Allez, parfait.
Alors Lina, je t'écoute. Qu'est-ce que tu pu me dire par rapport à la question là? Alors, j'ai pas pu trop développer, D'accord, mais bon, ce que j'ai mis déjà, c'est former les équipes, d'accord, donc en termes de compétences, et etc. d'accord, Ensuite, permettre tout ce qui est télétravail ou enfin être flexible, genre adapter les horaires, revoir les organisations pour répondre aux besoins des employés. d'accord. Et dernier truc, vu que je ne sais plus faire grand-chose, le numérique. Utiliser plus de numérique, donc des logiciels, de la communication en ligne, etc. D'accord. Maintenant, c'est des bons points, hein. Voilà, faut juste un petit peu reformuler ces éléments-là, mais c'est des bons points. Oui, bien sûr, il y a les ressources humaines qu'il faut continuellement former dans le cadre de la formation continue tout au long de la Mhm. vie. Il y a le développement des nouvelles sources et formes, surtout, pardon, de travail, donc le télétravail en l'occurrence là, et l'innovation numérique qui va augmenter en réalité euh, la productivité. Alors, ça, c'est plutôt productivité globale des facteurs en réalité. Ça va augmenter le capital et ça va augmenter la masse salariale. Non, non, mais c'est bien. Ok, Mhm. bon, bah, je te dis du coup à demain. Alors pour mercredi, l'idéal, hein, c'est encore une fois qu'on fasse donc de l'économie. Demain, du coup, rendez-vous à 10h heure de Paris, donc 9h chez toi. Et mercredi, la même chose. Du coup, moi j'ai pas de disponibilité le mercredi en vraiment en dehors de ce qu'on avait prévu il y a quelques semaines. En fait, l'agenda, il est déjà blindé depuis une semaine à peu près. Ok. Donc c'est bon pour toi. Donc demain, 9h chez toi et mercredi 9h chez toi, ça te va? Oui, Allez, parfait. Je te dis du coup à demain. Passe à une. demain, au Au revoir. revoir.